Bonjour et bienvenue à notre deuxième webinaire sur la gestion des risques en cybersécurité dans l'assurance. Je m'appelle Dominique Matsutat, CMO de la Télécom, de Télécom Évolution. Je vois que les participants arrivent, peut-être on attend encore une minute. Je vous demande de patienter encore un peu et ensuite on va démarrer. Alors, je propose, on démarre notre webinaire. Je vous invite à partager avec nous ce fin de matinée pour vous présenter et répondre bien évidemment aussi à vos questions autour du partenariat tripartite entre nos trois écoles et organismes de la formation continue sur lesquels ce webinaire se repose. De vous parler des enjeux de la cybersécurité en assurance, détaillés par nos référents pédagogiques, qui vous présente ensuite la certification professionnelle avec ses objectifs, ses modules de formation et son calendrier. Mais avant de démarrer avec la présentation, je vous présente Yasmina qui sera votre hôte et modératrice de vos questions et qui vous explique maintenant comment vous pouvez poser vos questions pendant ce webinaire. Yasmina, la parole est à toi. Merci Dominique. Bonjour à tous. Alors, je vais vous expliquer comment va se passer ce webinaire. Donc, pour que ça se passe dans les meilleures conditions, on va vous inviter à poser vos questions via l'outil qui se trouve justement en bas de votre barre, à côté du chat. Donc, Dominique, tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît. Donc, voilà, pour poser vos questions, il suffira juste de cliquer sur le Q&R. Et donc, vous pourrez poser vos questions anonymement, par exemple. Et comme ça, à un moment donné, donc, on s'arrêtera pour pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure. Voilà. Donc, tu peux passer à la suite. Je vais laisser la parole du coup à nos intervenants. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Geneviève Metz. Je suis la directrice de Télécom Évolution. Donc, on va introduire Télécom Évolution sur le slide juste après. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Bonjour, je suis Alexandra Glémé, directrice pédagogique de l'Institut du risque management et je présenterai évidemment l'organisme de formation dans la slide suivante, tout comme toi. Bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents au webinaire. Donc, moi je suis Benoît Do, je suis le directeur général de l'École Polytechnique d'Assurance. Bien, comme Alexandra et Geneviève, je présenterai aussi l'école. Merci Benoît. Donc du coup, je reprends la parole. Donc pour vous présenter un petit peu Télécom Évolution. Donc Télécom Évolution, en fait, c'est la marque de formation continue de trois des grandes écoles d'ingénieurs françaises, qui sont, il y en a deux dans le top 10 sur les trois. Il s'agit d'IMT Atlantique, de Télécom Paris et de Télécom Sud Paris. Donc, IMT Atlantique étant elle-même une école assez récente pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu parler, puisque c'est une école qui est issue de la fusion de Télécom Bretagne et des mines de Nantes. C'est pour ça que je vous suggérais l'aspirine pour être sûr que vous suivez bien mon raisonnement. Donc, trois grandes écoles d'ingénieurs qui, il y a 6 ans, ont décidé de se regrouper pour créer une marque de formation continue qui œuvre essentiellement, alors comme son nom l'indique, qui œuvrait beaucoup dans le domaine des télécoms, mais qui maintenant est une offre de formation continue autour du numérique en général, pas seulement les télécoms, donc tout ce qui est l'informatique, le cloud, la cybersécurité, le big data, l'Internet des objets. Tous ces sujets-là sont abordés dans notre offre, soit sous forme de formation courte de quelques jours, soit sous forme de programmes certifiants, comme celui qu'on est en train de vous présenter, qu'on a conçu avec l'École Polytechnique d'Assurance et l'Institut du Risque Management. Donc, Télécom Évolution, on vous présentera un petit peu plus dans le programme, fera plutôt la partie technique, qu'est-ce que c'est que la cybersécurité, comment ça fonctionne. Et nos offres certifiantes sont toujours portées par un enseignant-chercheur d'une de nos écoles. Et du coup, le certificat que vous obtenez est un certificat de l'école porteuse
du programme. Et en l'occurrence, il s'agit de l'IMT Atlantique, d'où le deuxième logo à côté de Télécom Évolution, qui est bien l'école qui aujourd'hui porte ce certificat en la personne de Omessad qui se présentera juste après et qui est notre référent pédagogique pour ce programme. Voilà. Donc, je reprends la parole. Merci beaucoup, Geneviève. Pour présenter rapidement l'école polytechnique d'assurance, c'est une école de formation qui a été créée en 1925 sous forme de section de l'association polytechnique qui fut elle-même créée en 1830 par les anciens élèves de l'école polytechnique. Aujourd'hui, le PA propose essentiellement des formations certifiantes, un executive MBA, notamment co-construit avec Télécom Paris et Télécom Évolution, Executive MBA qui s'appelle Manager Data Scientist des métiers de l'assurance. Et demain, l'EPA proposera aussi des formations universitaires. L'EPA, et vous voyez un deuxième logo accolé à l'EPA qui est celui de l'IEPA, l'Institut européen polytechnique d'assurance. Cet organisme en fait est spécialisé dans la formation continue. C'est un partenaire étroit de l'EPA. L'IEPA propose des formations essentiellement en intra-entreprise, donc beaucoup de formations réglementaires autour de l'habilitation, la directive sur la distribution d'assurance. Ceux qui sont dans le secteur de l'assurance verront de quoi il réfère. L'IEPA propose aussi du conseil et des masterclass. Et donc, en fait, l'IEPA est vraiment très, très proche du monde de l'entreprise. C'est même un organisme de formation qui opère quasi exclusivement auprès des entreprises, tandis que l'EPA est à la fois dans le monde de l'entreprise et dans le monde universitaire académique. Voilà, et je vous annonce officiellement que depuis cet été, l'EPA et l'IEPA ont rejoint l'Institut catholique de Lille et sont rattachés donc plus spécifiquement à la faculté de droit de l'Institut catholique de Lille. Voilà. Je passe maintenant la parole à Alexandra pour présenter l'Institut du risque management. Merci Benoît. Alors l'Institut du risque management, c'est la filiale de formation de l'Institut des actuaires. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut des actuaires, il faut savoir que c'est une association reconnue d'utilité publique, un organisme référent qui organise et représente la profession d'actuaire en France. Donc, ces trois grandes missions sont d'être au service de l'intérêt général, bien évidemment, veiller à l'excellence de l'actuariat avant tout, et encourager la recherche actuarielle. Donc, les actuaires, si, encore une fois, vous ne connaissez pas cette profession, il faut savoir que ce sont des professionnels de l'évaluation, de la gestion des risques, dans toutes leurs dimensions, économiques, financières, assurantielles. Et c'est ce qui pousse l'Institut des actuaires, à travers l'Institut du risque management, à s'engager dans la formation des professionnels de l'assurance et d'aller chercher ce type de partenariat et de formation pluridisciplinaire comme nous le faisons ici à travers la formation cybersécurité. Donc, l'Institut du risque management, c'est la formation des actuaires, je viens de le dire, mais c'est aussi des formations certifiantes qui sont ouvertes à des professionnels qui évoluent dans la sphère assurantielle. Donc, je pense à nos formations ERM, risque management, la formation DSA, Data Science pour l'actuariat, mais je pense aussi à des nouvelles formations qui sont nées cette année, la formation dédiée à la conformité, ou plutôt à la gestion des risques de non-conformité en entreprise d'assurance, et également la formation certificat administrateur qui est développée en partenariat avec l'Institut français des administrateurs. Donc, l'Institut du risque management, c'est un organisme de formation qui a une très bonne place, évidemment, dans le secteur assurance, vous l'avez compris, mais c'est également aussi un organisme qui sait aller nouer des partenariats de très grande qualité, et la formation cyber en fait partie. Voilà pour la présentation de l'IRM. Nos référents pédagogiques, peut-être? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Omessad Hamdi, je suis la référente pédagogique pour Télécom Évolution.
Je suis responsable pédagogique du domaine cyber à Télécom Évolution. Donc, le domaine cyber, comme elle a dit Geneviève, est formé des formations courtes et des formations certifiantes. Donc pour le moment, on a 3 formations certifiantes, à savoir celle qu'on est en train de présenter. Et puis, on a 2 autres formations certifiantes. Une qui est certifiante par Télécom Sud Paris, qui traite tout ce qui est gouvernance de la cybersécurité dans les entreprises. Et une autre formation longue aussi de 28 jours, dont je suis également responsable pédagogique, co-responsable pédagogique, et elle est certifiante par l'école IMT Atlantique. Et toutes les 2 formations sont inscrites à France Compétences et elles ont toutes les 2 le label de l'ANSSI SecNum-Edu F7. Donc, je laisse la parole à Alain pour se présenter également. Bonjour à tous. Moi, je suis un peu atypique. Alors, j'ai une double formation. J'ai un diplôme d'ingénieur d'une grande école et j'ai aussi un DEA en droit, donc à l'université de Antipolis. Et à la Croisée des Chemins, actuellement, je suis en train de finaliser un doctorat en sciences forensiques, les forensic science. Ce sont les sciences qui ont vocation à apporter la preuve en matière pénale. Je m'intéresse depuis pas mal d'années au problème de la cybercriminalité, donc de la cybersécurité, de la cyberdéfense. J'ai une carrière tout à fait normale, donc avec toutes les postes de responsabilité au niveau de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, je suis engagé notamment au Sahel, dans le cadre du renforcement des capacités des forces de police, de gendarmerie et de la justice dans le domaine de la preuve numérique, donc indirectement de la lutte antiterroriste. D'ailleurs, dans 3 jours, je serai là-bas. Parallèlement, je suis enseignant vacataire dans 3 universités et 3 écoles de management. Je dirige des modules en cybersécurité. Voilà, ce qui m'amène aujourd'hui à être a priori légitime pour être référent pédagogique de l'école polytechnique d'assurance. Moi, je suis un opérationnel, et puis quand on présentera le module de l'EPA, on verra qu'on ira effectivement de la stratégie à l'opérationnel. Je laisse la parole à Florian. Bonjour à tous, et merci d'être présents aujourd'hui. Je suis diplômé grande école avec une spécialisation en cybersécurité, et d'autre part, je suis aussi actuaire diplômé du CNAM. J'ai fait toute ma carrière dans le secteur de l'assurance, et avec une grosse implication dans le domaine de l'informatique tout au long de cette carrière. Donc, j'ai pour rôle de l'encadrement pédagogique pour cette formation au sein de l'IRM. Et donc, j'apporte une pluridisciplinarité qui permet justement d'être très proche à la fois de l'assurance, mais des problématiques cyber. Donc, je vais passer à la slide suivante sur les enjeux de la cybersécurité. De nos jours, toutes les entreprises utilisent l'informatique, de plus ou moins, avec plus ou moins de succès, mais il est maintenant, ne serait-ce que pour des tâches administratives, nécessaire d'avoir un ordinateur et d'utiliser l'informatique. Et dans de très nombreux cas, je pense que vous pouvez le constater dans votre activité de tous les jours, l'informatique est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire que sans informatique, l'activité cesse. Alors, en plus, avec les derniers mois et l'année passée, nous avons constaté un regain de nécessité de l'informatique. La nécessité de travailler chez soi n'était possible qu'avec un système informatique fiable, mais d'autre part, un système informatique sécurisé. Le fait d'utiliser l'informatique et devienne une nécessité pour l'activité le transforme en risque. Donc, il devient pour les assurances à la fois un risque côté contrat, c'est-à-dire que l'ensemble des entreprises assurées peut présenter un risque vis-à-vis du cyber et donc avoir la nécessité d'être couvert par les contrats. Dans certains cas, la couverture est explicite. Dans d'autres cas, la couverture est cachée
au sein d'une autre couverture, ce qui peut poser aussi des difficultés ensuite juridiques. Enfin, toujours du côté assurance, la problématique cyber est aussi une problématique interne. De nos jours, l'assurance informatise énormément. Pour la production de tous les rapports réglementaires, si je cite que cela, l'informatique est indispensable pour faire les productions statistiques et la génération des rapports quantitatifs. Donc, on voit bien le côté indispensable du cyber pour toutes les entreprises. Mais d'autre part, l'informatique au sein des entreprises est aussi l'affaire de tous. C'est-à-dire que les entreprises l'utilisent tous, mais en fait, quasiment tous les salariés utilisent l'informatique. Et il faut savoir que, comme tout risque, à partir du moment où quelqu'un utilise l'outil, il peut devenir une source de risque. Et c'est d'autant plus vrai dans le cyber. Donc, on est dans la situation où, réellement, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des personnes à la fois en entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise. Ça, vous pouvez le découvrir au cours de la formation, à quel point il existe un lien entre la sphère privée et la sphère professionnelle dans le cadre du risque cyber. Et enfin, vous noterez que l'IT n'est plus une spécialité isolée, mais une activité pluridisciplinaire. Si je peux citer quelques exemples, donc ce qui est le plus connu, le développement logiciel, la construction d'algorithmes et de protocoles, tout ça c'est clairement identifié comme du secteur IT, mais on retrouve aussi maintenant dans les problématiques IT des aspects comportementaux, linguistiques, statistiques, auxquels vous avez déjà été confrontés, et il en existe encore plein d'autres. Donc la formation, comme on l'a déjà souligné, comme Benoît l'a déjà souligné, est donc une formation qui a été organisée autour d'un axe pluridisciplinaire, du fait à la fois de besoins pluridisciplinaires, mais aussi du fait que l'IT est devenu un secteur qui touche à quasiment toutes les disciplines. Merci bien. Merci Florian. Donc, on continue avec quelques chiffres qui sont liés au domaine de cybersécurité. Donc là, on assiste de plus en plus à des terminaux informatisés qui sont connectés à Internet, ce qu'on appelle des objets connectés. Quand on dit un objet connecté, on dit un objet qui communique, enfin, qui fait des traitements d'abord, et puis qui communique avec un autre objet, qui communique avec son environnement, et qui est souvent lié à Internet. Et quand on dit Internet, on dit vulnérabilité de cet objet-là, parce qu'on peut attaquer cet objet-là directement, ou bien se servir de cet objet-là pour attaquer le système d'information de l'entreprise et attaquer l'entreprise, voire même la paralyser. Donc, parmi ces objets connectés, on assiste aussi au développement permanent des smartphones et qui prennent petit à petit la place des téléphones classiques qui permettent uniquement d'appeler ou d'envoyer des SMS. Et ces smartphones-là ont les mêmes failles, si je peux dire, ou même plus des failles que les ordinateurs dont Florian vient de citer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut se servir de ces objets-là pour faire une attaque, c'est ce qu'on appelle l'attaque DOS, déni de service. On peut aussi utiliser les téléphones, que ce soit pour en fait réaliser des attaques de type phishing. Donc, ce type d'attaque-là permet de récolter des informations sur l'entreprise, l'organisation de l'entreprise. Et c'est la première étape d'une attaque un peu plus sophistiquée qu'on appelle APT. Donc, les différents moyens utilisés, c'est souvent, comme j'ai dit, les appels téléphoniques. Ça peut être aussi les mails frauduleux, et on en reçoit tous les jours. Et puis, il y a aussi un autre canal qui est le SMS, qui permet aussi de récolter des informations sur la structure de l'entreprise, qui va aider après à développer une attaque beaucoup plus sophistiquée. Je passe la parole à Alain, peut-être pour commenter les différents types d'attaques. Oui, on est toujours dans les enjeux de la cybercriminalité, des cyberattaques. Donc là, c'est juste un petit balayage de prévention.
mais on y reviendra naturellement dans la formation. En termes de typologie, on a des attaques à des fins crapuleuses, des attaques à des fins d'espionnage, des attaques à des fins de déstabilisation, des attaques à des fins de sabotage, et tout ça, ça vise le particulier, ça vise l'entreprise, et ça vise aussi les États. Voilà. Mais tout ça, on va revenir dans le détail, je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais on voit à travers ça, en fait, les enjeux, on arrive à mesurer les enjeux derrière tout ça. Quand on parle d'enjeux, souvent, ce sont des questions que je pose moi quand je suis en école de management, quand je suis dans les grands jurys, qu'est-ce qu'il y a derrière un enjeu? Voilà. Et derrière un enjeu, il y a des risques. Sinon, il n'y a pas d'enjeu. Voilà. Et le risque, c'est ce qu'on a gagné si on réussit, et puis qu'est-ce qu'on peut perdre si on ne réussit pas. Sinon, ce n'est pas un enjeu. Voilà. Mais ça, on y reviendra, c'est dans le détail. Mais naturellement, donc, j'aurais pu faire, on peut peut-être passer au slide suivant, on aurait pu parler de ces cyberattaques, on en a parlé, d'ailleurs les médias en ont parlé. Au niveau mondial, on a parlé de ces attaques en cryptolocage, c'est-à-dire que des entreprises ont été bloquées, tous les systèmes informatiques ont été bloqués, tout simplement parce que ce logiciel malveillant qui est introduit dans les systèmes informatiques va aller crypter tous les fichiers. Et alors, on a parlé effectivement que pendant tout un week-end à Paris, à la Défense, on a vu les informaticiens aller travailler. Moi, ce que je veux faire vivre aussi, c'est que je suis un opérationnel. Et là, un cas concret que j'ai vécu d'une entreprise du Grand Est de la France qui, avec 12 filiales dans le Grand Est. Et un matin, donc on est le 27 février 2017, tout le système est crypté. Voilà. Il y a eu tout simplement un mail qui est arrivé. Et la secrétaire, quelqu'un a appuyé à cliquer sans vérifier. Ça a crypté tout le système informatique. Et puis, il était demandé dans la foulée, attendez, si vous voulez décrypter, il faut une rançon. Le directeur, qu'est-ce qu'il fait, le directeur? D'abord, il appelle le service informatique, même pas son service, l'entreprise informatique avec qui il travaille depuis plus de 20 ans. Alors là, c'est pareil, moi qui fais beaucoup d'audits, et dans le monde de l'entreprise, vous êtes du monde de l'entreprise, si les gens sont des directeurs ou des patrons, c'est qu'ils sont bons. Donc quand ils sont bons, c'est souvent ce que je dis la base. C'est qu'on va chercher, on va recruter des informaticiens qui sont les meilleurs. Et quand on va choisir une boîte, on va prendre la meilleure. Et comme ce sont les meilleurs, on ne les contrôle pas. On les contrôle pas. Et là, on a un cas concret qui était édifiant, puisque quand naturellement le directeur qui a choisi la meilleure boîte possible du secteur pour s'occuper du système informatique, il appelle le service informatique et il dit, faut redémarrer, vous m'avez vendu une sauvegarde quotidienne, une sauvegarde incrémentielle tous les jours, sur tous les jours on va sauvegarder les données, et une sauvegarde complète toutes les semaines, et il dit, vous redémarrez. Et puis, malheureusement, les informaticiens, le directeur de la boîte informatique, ils reviennent voir le patron en disant, on est désolé, la dernière sauvegarde date de 2015, 2 ans avant. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que le câble avait été débranché de la sauvegarde. Et personne ne l'avait vu depuis 2 ans. Sauf que le chef d'entreprise se trouve dans une situation, et quand il nous appelle, il y a 2 choix. Soit j'arrête tout, parce que j'ai plus rien, il a perdu toute sa comptabilité, tout le fonctionnement de l'entreprise, je dirais du jour, et puis du lendemain, et du surlendemain, il a tout perdu. Voilà. Et là, on s'est retrouvé dans une situation où l'entreprise, qui n'avait pas, alors moi je ne vends pas d'assurance, mais c'est vrai que ça a été un facteur aussi, il n'avait aucune assurance. C'est-à-dire, moi j'ai vu aussi, maintenant en travaillant un peu dans le monde de l'assurance avec le PA, c'est que quand on dit on a une assurance cyber, il n'y a pas que ça derrière, il y a tout l'accompagnement au niveau de l'image de l'entreprise, au niveau des meilleures boîtes d'audit qui vont venir. Là, il n'avait rien, donc il a pu compter sur nous. Et puis, quand on a fait l'analyse, il y avait 2 choix. Soit il arrêtait l'entreprise, soit on payait la rançon. Et on en est arrivé à payer la rançon. Alors, c'est vrai qu'au niveau directive, notamment de notre Agence nationale des systèmes de sécurité informatique, qui est l'ANSSI, on dit il ne faut pas payer. Sauf que là, dans la balance, il y avait une rançon à 3 bitcoins, c'est-à-dire à l'époque à peu près 3 000 €, et on pouvait peut-être redémarrer l'entreprise, on prenait le risque, ou on mettait la clé sous la porte. Et donc, on a dit on va tenter de payer la rançon. Alors, juste le slide suivant, c'est pour vous dire, c'est que là, le chef d'entreprise, même si à la fin, il a beaucoup soufflé, il est passé par des étapes quand même. Bon, là, naturellement, il est flouté, il est masqué, mais il faut savoir que pour payer la rançon, il fallait ouvrir un portefeuille en Bitcoin, qu'on appelle naturellement, avec les anglicismes maintenant, un wallet.
Et il est passé par la phase un peu humiliante de se prendre en photo, comme vous le voyez là, avec dans la main droite, en fait, dans la main gauche, même ici, pardon, la carte d'identité et la carte bancaire. Il devait pour pouvoir ouvrir son portefeuille Bitcoin. On a payé la rançon. J'ai participé dans la rançon. La première fois, les codes qu'ils ont envoyés n'étaient pas bons. Donc là, on a dit, bah, finalement, on est tombé vraiment sur un escroc, mais un double escroc, quoi, qui n'est même pas honnête, quoi. Et puis, finalement, il y a eu quelques erreurs. On a rééchangé. Et les deuxièmes codes étaient les bons. On a pu tout décrypter et tout remettre en route. Donc, en une semaine, à peu près une semaine, 10 jours, on avait tout remis en route. Bon, tout ça, on parle effectivement, c'est un cas concret pour illustrer l'importance en fait du cyber. C'est même plus stratégique pour une entreprise aujourd'hui, le système d'information, c'est vital. Et on peut tuer une entreprise avec un simple virus informatique. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, et on le verra, ça c'est aussi dans la formation, quand on va passer du stratégique à l'opérationnel, et c'est du cas concret. Nous, on va essayer de vous faire vivre aussi, au travers de cette formation, beaucoup de cas concrets, parce qu'on ne va pas vous parler des problèmes des Américains ou des problèmes des Chinois. Non, non, on va vous parler des problèmes ici, en franco-français, avec des cas concrets, et où on voit effectivement l'importance de prendre en compte, notamment pour les managers, notamment pour les dirigeants, de ce continuum entre la sécurité physique et la sécurité virtuelle, la sécurité numérique. Il y a plus de spécificité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la sensibilité, il faut, notamment s'il y a des risques managers, aujourd'hui, les problèmes de sûreté, on ne peut pas dire je fais de la sûreté et je ne fais pas de la sécurité informatique. Et surtout, à mon avis, l'erreur, c'est de laisser en fait entre les mains, et je parle, pourtant on est associé à des écoles d'ingénieurs informatiques, je suis moi-même un ingénieur, la sécurité n'est pas l'apanage des informaticiens. C'est l'affaire, et Florian le disait tout à l'heure, c'est l'affaire de tous, mais au sein de l'entreprise, il faut savoir que le patron et le manager, il a aussi des responsabilités dans le domaine du numérique. Voilà, je ne veux pas être plus long. Voilà ce que je voulais dire en matière d'enjeux de la cybersécurité, et puis à travers ce cas concret, vous montrer qu'on pouvait tuer une entreprise. Bon, ça, pour 3 000 €, on l'a sauvé, et on a quand même frein les directives de l'ANSSI qui dépendent donc de la gouvernement. Merci. Donc, on continue avec les enjeux de la cybersécurité et là, on s'intéresse au coût des cyberattaques. Donc, le coût estimé par an, c'est 400 milliards de dollars sur tout le globe terrestre, sachant que ce chiffre n'est pas exact parce qu'on ne peut pas estimer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas une définition claire sur ce que c'est la cybercriminalité, ce que c'est la cyberattaque dans le monde. Donc, chaque pays a sa définition et sa façon de définir les cyberattaques. Deuxièmement, parce qu'il y a des entreprises qui ne communiquent pas sur les attaques auxquelles elles étaient sujettes. Et troisièmement, il y a le caractère dissimulé de certaines attaques, c'est-à-dire on découvre par exemple l'attaque de vol de données quelques jours, voire quelques semaines ou quelques mois plus tard. Donc, on n'arrive pas à quantifier exactement. Donc les cyberattaques coûtent très très cher aux États et aux entreprises, que ce soit privées ou publiques. Et en 2015, on a estimé en fait le coût des cyberattaques aux États-Unis, l'Union européenne et la Chine égal à peu près 0,5% du produit national brut. Voilà. Donc ça, sachant que le coût, quand on dit coût, c'est souvent le coût direct, c'est-à-dire que l'entreprise a perdu, mais on ne peut pas estimer la perte au niveau de l'image de l'entreprise et au niveau par rapport aux salariés. Je passe la parole à Alain pour continuer le... Oui, là, c'est encore un exemple global en fait, des natures des attaques. Et on voit qu'aujourd'hui, la menace principale pour les entreprises, effectivement, c'est une demande de rançon. Alors, des fois, il y a du vrai cryptolockage. Des fois, il y a aussi des escroqueries. On va demander des rançons alors qu'il n'y a peut-être pas besoin de payer. Et tous les motifs sont bons. Voilà. Donc, souvent, quand je suis contacté par des chefs d'entreprise, je leur demande déjà, eux, à leur niveau, entre guillemets, de faire leur introspection pour savoir si ça peut être vrai. Souvent, on me demande est-ce que c'est vrai. Voilà. Donc,
quand on invite des chefs d'entreprise à payer des rançons, soi-disant parce qu'ils se rendent sur des sites pornographiques, je leur dis, mais attendez, c'est vous qui avez la réponse, c'est peut-être pas moi. Voilà. Non, mais ça, c'est juste un aparté, c'est que souvent, on se retourne vers nous, qui sommes j'ai une entreprise justement qui gère en fait qui gère les crises. Et donc souvent, c'est de ramener aussi les décideurs. Il en va aussi pareil pour les décideurs qui sont des élus. Moi, j'ai eu affaire aussi à des cas concrets dans une municipalité. Voilà. Et là, pareil, le maire, que fait la gendarmerie, que fait la police? Et je lui dis, attendez, monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans ce domaine-là? Voilà. Et puis quand on se rend compte en fait qu'un personnel informatique qui avait accès a priori à tout à la mairie se retrouve, il le voit à la télévision juste avant Noël il y a 4 ans, en Irak avec une Kalachnikov, et qui dit mais que fait donc il avait perdu un informaticien, il le revoit à la télé sur un reportage sur TF1. Donc là aussi c'est des cas concrets que j'ai vécu. Et puis quand on fait le tour un peu, on fait le tour. Et ben, à défaut d'avoir un DSI qui est très proactif, un maire qui dit finalement c'est pas mon problème, on se retrouve dans des situations qui sont un peu ubuesques. Et naturellement, la facilité de dire c'est pas moi, je suis responsable de rien, voilà. Et donc souvent on les ramène aux réalités. Voilà. Après, on a toutes les types d'attaques, les attaques en déni de service, c'est-à-dire qu'on va perturber une entreprise. Alors le déni de service, si c'est qu'un site, une information, c'est pas trop grave. Mais imaginez quand vous faites du commerce en ligne, le déni de service, en fait, vous bloque le site, c'est-à-dire que les gens qui veulent acheter ne peuvent plus acheter. Voilà, et bien, ils mettent 10, si vous voulez. C'est de chaque minute qui passe, c'est de l'argent en moins qui rentre. Voilà. Et juste pour vous dire aussi, puisque c'est un domaine dans lequel je travaille, c'est qu'aujourd'hui, il y a des attaques à des fins terroristes en déni de service. Voilà. Et que nous, on intercepte des mandats qui demandent, en fait, et il faut savoir que c'est l'idée du site. On dit, ben voilà, si vous rendez tel site indisponible, eh ben ça vous coûtera tant d'euros ou tant de dizaines de milliers d'euros la minute. Voilà. Voilà, on paye, on va dire, si vous arrivez à le faire, nous, on va vous payer. Non pas pour détruire le site, parce que c'est souvent difficile, mais quand on va solliciter le site avec ce qu'on appelle les floudeurs, les sites vont être perturbés, vont plus de disponibilité. Après, on verra tous ces types d'attaques, mais tout ça, c'est un exemple pour vous montrer un peu tout ce que l'on va balayer en fait dans cette formation certifiante. Et en allant, je vous dis, de la stratégie, mais l'idée qui présidait avec ce partenariat à 3, c'est d'aller vraiment dans le concret, l'aspect technique avec l'école d'ingénieurs, l'aspect couverture du risque les actuaires, et puis EPA amenant aussi ce volet un peu plus concret de ce qui se passe en France aujourd'hui dans les entreprises. Voilà. Alors Alain, je vais juste interrompre parce que nous avons quelques questions. Donc je vais vous les lire. Alors la première, c'est quelle est la durée de la formation ainsi que les prérequis à avoir? Donc là, il me semble que c'est plus en deuxième partie du coup de la présentation. Oui, c'est pas moi. Je pense qu'au message pourra mieux y répondre. Et en plus, on va y répondre dans la deuxième partie. Oui, alors dans la deuxième partie, on répondra à cette question. Ensuite, Alain Sévilla, donc c'est pour toi. L'entreprise aurait laissé son dispositif de sauvegarde connecté. Les datas sauvegardées auraient été aussi chiffrées. Une assurance peut-elle payer la rançon à la place de la victime qui est assurée? Alors, juste reprendre le micro. Là, pas du tout. La sauvegarde, de toute façon, n'aurait pas. La sauvegarde, je ne vois pas pourquoi elle aurait été cryptée, parce que d'un instant où on se rend compte qu'il y a eu le cryptage, les données, alors naturellement, dans les préconisations en matière de sécurité, mais ça fera partie de la formation, il est bien évident que ce type de sauvegarde et de backup ne doit pas se faire de manière synchrone. C'est-à-dire, c'est pas en instantané qu'on va le faire. Parce que si on crypte et on remonte en instantané, la sauvegarde va être cryptée. Donc, c'est là où on préconise en fait des dispositifs asynchrones, c'est-à-dire qui sont décalés dans le temps. Voilà. Là, de toute façon, ça n'excuse en rien la boîte informatique qui n'avait jamais vérifié que ce câble était débranché depuis plus de 2 ans. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le NAS, le serveur de sauvegarde était débranché. Et puis, la responsabilité du chef d'entreprise, même s'il faisait confiance à la boîte informatique, c'est de temps en temps, et je le fais quand je fais des audits, de temps en temps, on dit, c'est bien, il y a des sauvegardes, oui, mais on va les restaurer. Et on va voir si elles sont bien.
Alors, pardon, il y avait une deuxième question concernant l'assurance. Est-ce que l'assurance peut payer la rançon à la place de la victime qui est assurée? Alors, pour avoir un peu travaillé, oui. Oui, il y a dans certaines les compagnies d'assurance qui proposent en matière d'assurance cyber, oui, mais ça ne se concentre pas que là-dessus. Généralement, en matière de couverture de risque, les assurances vont aller beaucoup plus loin. C'est que c'est vraiment une assurance qui va accompagner l'entreprise, y compris, je vous dis, en matière d'image. Il y a des boîtes de communication qui vont venir. Le problème va être abordé dans sa globalité, mais plus que la rançon, c'est la perte de chiffre d'affaires. Et en fonction du chiffre d'affaires que vous assurez, eh ben, l'assurance en fait, vient couvrir en fait, la perte de chiffre que vous pouvez avoir sur une assurance cyber. Sur la rançon, normalement, l'assurance en France ne peut pas dire qu'elle elle va couvrir la rançon dans la mesure où les directives gouvernementales sont on ne paye pas la rançon. Voilà. Dans le cas d'un paiement de rançon, normalement, l'assurance n'est pas censée le couvrir en France, parce que ça peut être des couvertures internationales, et dans certains pays, c'est autorisé. D'autre part, quand on parle de rançon, en général, quand on envisage de payer la rançon, c'est que les coûts à côté, l'ensemble des pertes en chiffre d'affaires ou des pertes autres, ont déjà très, très largement dépassé le coût de la rançon. Et enfin, sur le paiement d'une rançon, ce qui pose le plus souvent problème aux entreprises, ce n'est pas le montant, parce qu'en fait, justement, les attaquants choisissent des montants qui sont accessibles à l'entreprise, parce que eux, leur objectif, c'est de se faire payer, parce que l'entreprise fasse faillite, ils n'ont aucun intérêt. Leur principal intérêt, si on regarde d'un point de vue d'un attaquant, il est assez simple, c'est que l'entreprise survive pour pouvoir la réattaquer et la re-rançonner. En fait, on passe aux objectifs de cette formation, les objectifs pédagogiques, bien évidemment. Donc, il y aura un certain nombre d'aspects qu'on va traiter tout au long de la formation. On va vous présenter l'environnement géopolitique, réglementaire, juridique lié à la cybersécurité. On va vous présenter aussi les différentes menaces et les différents vecteurs d'attaque qu'un attaquant peut utiliser dans un système d'information. Nous allons présenter aussi les mécanismes de protection de SI, comme par exemple la cryptographie et les modalités d'authentification, ainsi que les équipements et les façons de filtrage de trafic. Et on va présenter aussi les protocoles de sécurité mis en place pour sécuriser la partie réseau ou la partie SI d'une manière générale. Un très bon volet, ça sera consacré à la gestion de risque et comment on l'intercale dans la couverture assurantielle. À la fin de la formation, vous allez maîtriser tous ces aspects-là. Et ces aspects-là, ils seront aussi mis en œuvre avec un projet à la fin de la formation, suite aux 9 heures théoriques. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur la durée. Il y a 9 jours, pardon, pas 9 heures. 9 jours de cours théoriques, plus un dossier technique à préparer à la fin. Et une soutenance pour valider les acquis. Donc, je pense que c'est Florian qui va présenter le slide suivant. Oui, donc les personnes qui sont invitées à suivre cette formation, donc les cibles, donc comme a insisté Alain, les cadres des organisations publiques ou privées, car ils ont un rôle très important dans les problématiques cyber, à la fois du côté de la prévention technique, mais aussi de la prévention des risques et de la gestion des risques en allant jusqu'à la contractualisation de contrats d'assurance. Quel que soit l'axe qu'on regarde, c'est-à-dire la prévention technique ou la gestion des risques ou la contractualisation d'un contrat d'assurance, cela demande un minimum de compétences pour pouvoir bien faire le travail. Forcément, les risk managers qui ont aussi ce rôle plus précisément dans l'entreprise. Tous les profils qui désiraient acquérir des compétences dans le domaine de la cybersécurité en étant dans l'assurance, alors à la fois parce qu'ils peuvent avoir des besoins qui émergent dans leur poste, ou alors parce qu'ils désirent évoluer sur de nouveaux postes au sein de leur entreprise, au sein d'une autre entreprise éventuellement.
Et enfin, les actuaires qui auraient la nécessité ou l'envie d'avoir des connaissances en cybersécurité et dans la gestion des risques cyber dans le cadre de la gestion des risques de leur portefeuille d'assurance. Alors, comme vous le voyez un petit peu dans ce que Florian vient de présenter, les personnes ciblées par le programme sont assez larges. Et peut-être pour répondre à une question qui est arrivée un petit peu plus tôt, on a essayé de concevoir ce programme pour un public qui n'aurait pas forcément des compétences techniques très importantes. Donc, les prérequis, et je laisserai Omessa de compléter, bien sûr, mais les prérequis sont une sensibilisation, je dirais, à ce que c'est que la cybersécurité et avoir vraiment une motivation pour se plonger dedans, mais en particulier sur les aspects techniques et l'implémentation qui sont la partie de télécom évolution. Je dirais qu'on a conçu cette partie-là, et Omessa pourra le compléter, pour des publics qui n'ont pas de compétences techniques très pointues. Donc, c'est vraiment comprendre ce que c'est que la cybersécurité pour être capable de mesurer ensuite les risques, mais sans devenir un hyper spécialiste de la cybersécurité, ce qui vous prendrait plus que 3 jours, ce qui vous prendrait probablement quelques mois, voire plus. Donc, Télécom Évolution s'occupera vraiment de cette partie, comprendre les aspects techniques et les implémentations de la cybersécurité pour pouvoir après attaquer les 2 autres parties présentées par le PA et l'IRM. Peut-être non, rester sur ce slide pour que Benoît et Alexandra complètent un petit peu. Voilà, merci Geneviève. Donc le PA en fait va apporter la partie tout d'abord géostratégique et géopolitique, puisque très souvent c'est pas seulement lié au thème de la cybersécurité, mais fréquemment les formations professionnelles sont assez centrées sur le comment et à notre sens pas assez sur le pourquoi. C'est-à-dire que bon, quand on va parler de cybersécurité, on va tout de suite se mettre dans une logique de savoir comment contrer les cyberattaques, comment résoudre, je dirais, comment faire en sorte qu'il y ait un plan de continuité d'activité qui soit activé en cas de cyberattaque auprès d'une entreprise. Mais ce qu'il faut voir, il faut remonter, je pense, au niveau d'au-dessus et voir que le cyber, en fait, c'est une arme de guerre qui est conventionnelle, c'est-à-dire qu'il peut être un des instruments de déstabilisation d'États de la part de puissances étrangères. On sait maintenant que les armées comme la Chine, les États-Unis, la Russie ont des corps dédiés en fait aux cyberattaques. Notre armée aussi, en France, l'armée de terre, c'est un corps rattaché à l'armée de terre. Voilà, donc si vous voulez, ce qu'il faut voir, c'est un petit peu comment le cyber est utilisé comme une arme géopolitique et géostratégique. Ça, c'est assez important, qui peut être dirigé donc soit contre les États, comme je le disais, ou bien contre les entreprises. Auquel cas, d'arme de guerre conventionnelle, le cyber devient une arme de guerre économique. Voilà. Donc là, dans la première partie apportée par le PA, on parlera de cet aspect géopolitique, géostratégique, pour comprendre qui sont les acteurs et quels sont les intérêts des acteurs à utiliser le cyber pour déstabiliser des États ou des organisations. Le deuxième aspect qu'on abordera, en fait, c'est d'essayer de comprendre la psychologie en fait, du cybercriminel, puisque vous l'avez vu, Alain, notre conseiller scientifique et qui sera notre intervenant majeur en fait, sur la partie EPA, a une formation de juriste et a fait une partie de sa carrière dans la gendarmerie nationale, donc il connaît bien je dirais, le thème de la criminalité. Et l'idée, c'est de voir comment le cybercriminel peut se distinguer d'un criminel un peu plus conventionnel, puisqu'il opère derrière un écran, il agit sous couvert d'anonymat. Voilà, donc il faudra aussi prendre en compte cet aspect-là. Et enfin, la dernière compétence qu'apportera l'EPA, c'est la gestion d'une cellule de crise en cas de cyberattaque. Et je crois qu'il est prévu dans le module animé par l'EPA de simuler en fait, dans une salle informatique une cyberattaque pour que je dirais une équipe dédiée voit comment on gère en temps réel une cyberattaque quand on a le système d'information d'une entreprise qui peut être complètement arrêté ou coupé.
Voilà. Et alors, juste pour compléter ce que je disais tout à l'heure, parce que je n'aime pas rester sur un manque, les assureurs sont considérés comme des opérateurs de services essentiels. Voilà. Ce ne sont pas des organismes d'intérêt vital, mais des opérateurs de services essentiels. Donc, c'est la catégorie juste en dessous des opérateurs d'intérêt vitaux, mais néanmoins, ce sont des acteurs très exposés au risque et justement dont une attaque peut déstabiliser en fait l'ensemble d'un système et l'ensemble d'un pays. Voilà pourquoi on apportera cette dimension plus géopolitique, géostratégique et opérationnelle dans la gestion de crise. Voilà, je laisse la parole à Alexandra pour présenter la partie du programme apportée par l'Institut du Risk Management. Et oui, l'Institut du Risque Management, en tant que filiale de formation de l'Institut des actuaires, va apporter tous les aspects liés justement à la gestion de ces risques, tout l'aspect risque management. Donc ça, c'est le 3e volet du programme qui intervient en toute fin. Donc 3 jours pour découvrir le cadre de la protection des données, 3 jours pour comprendre comment on assure, on réassure les risques liés à la cybersécurité, 3 jours pour se confronter à l'ensemble des méthodes d'évaluation de risque, les outils de calcul. Donc, tous les apports de l'Institut du Risque Management sont bien sûr liés au fait qu'on soit très proche des actuaires, et on va vous donner un certain nombre d'outils pour évaluer ces risques, également travailler sur la prévention et pouvoir ensuite vous donner toutes les clés pour cartographier l'ensemble de ces risques cyber. Florian viendra compléter mon propos en détaillant le programme de ces 3 journées qui ont été orchestrées par lui en lien avec les différents intervenants qui sont pour la plupart membres de l'Institut des actuaires. D'accord, donc on va présenter plus en détail les 3 modules du parcours. Donc le premier module, c'est un module de 3 jours qui traite les aspects techniques et implémentation. Donc dans ce module-là, on va commencer… Au message, pardonne-moi de t'interrompre, est-ce que tu peux placer le micro juste un peu plus devant la bouche, parce que là, voilà, on t'entend de façon un peu lointaine. Et là, vous m'entendez bien, pardon. Parfait. Merci beaucoup, super. Super, merci Benoît. Donc, j'ai dit, on va présenter les modules plus en détail du parcours. C'est un parcours de 9 jours. Donc, le premier module, c'est un module qui traite les aspects techniques et implémentation et qui dure 3 jours. Donc, dans ce module-là, on va introduire un peu ce que c'est la cybercriminalité, quels sont les vecteurs d'attaque, quels sont les différents types d'attaques. Ensuite, on va présenter la partie, si je peux dire, théorique liée à la sécurité, tels que les outils et les mécanismes de sécurité, comme le chiffrement, la cryptographie d'une manière générale, et puis les contrôles d'accès, etc. Ensuite, on va passer au volet réseau et comment sécuriser les réseaux. Donc, on va présenter brièvement les fondamentaux de réseau, parce que c'est un réseau qu'on a besoin de compétences réseau pour comprendre après les architectures de sécurité. Sachant que, comme l'a dit Geneviève, on n'a pas demandé des prérequis poussés en termes de sécurité de réseau, parce qu'on peut ouvrir un de nos MOOC de l'IMT sur tout ce qui est réseau pour rafraîchir un peu les connaissances réseau et tout ça. Donc, ça sera un MOOC gratuit et ça sera à la demande des apprenants ou selon la recommandation peut-être des référents pédagogiques. Donc, la toute dernière partie, c'est la partie que j'appelle moi les bonnes pratiques, à savoir tout ce qui est audit de politique de sécurité dans une entreprise, quels sont les moyens pour auditer une entreprise, pour savoir si elle a mis en place les bons mécanismes de sécurité. Et on va finir par une petite touche sur tout ce qui est hygiène informatique, c'est-à-dire quelles sont les bonnes pratiques des salariés et des personnes qui sont dans l'entreprise pour contrer un certain nombre d'attaques courantes. Donc, je laisse la parole à Alain pour présenter le 2e module ou le 2e volet. Le 2e volet, effectivement, nous aussi, on a deux grosses parties.
une partie stratégie, la gestion des risques de cyberespace. Là, Benoît Do l'a bien présenté. On parle à ce niveau-là du numérique comme arme de guerre, mais c'est aussi aujourd'hui une arme de dissuasion. On est passé, et on le voit de plus en plus, on a passé de la dissuasion nucléaire à la dissuasion numérique. Et si vous regardez bien un cas concret récent, lorsqu'il y a eu la guerre de Crimée, on va appeler ça, ou le conflit en Crimée, où les Russes ont décidé de se réattribuer la Crimée, parce que quand il y a eu l'Occident, les pays occidentaux ont dit M. Poutine, attendez, c'est pas bien, là, il va y avoir des sanctions. Qu'est-ce qu'a fait M. Poutine? Il a déployé sa flotte de guerre un peu partout sur la planète, dans les océans, et comme par hasard, ces bâtiments stationnaient au-dessus des câbles sous-marins Internet. Donc, c'était une réponse indirecte en disant « Attendez, n'allez pas trop loin, parce que si vous voulez jouer, moi, je peux jouer aussi. » Et comment il va jouer, lui? Eh bien, en perturbant les réseaux Internet. Il faut savoir que ce réseau mondial, il passe avant tout par les câbles sous-marins. Donc, aujourd'hui, on voit même que les enjeux vont se passer au fond de la mer aussi. Il faudra chercher. Un autre exemple concret, quand je suis au Sahel et qu'on fait, ça, je pense que ça se fera avec Omessad. Donc, dans le module, on va voir par où passent les données, parce que comprendre la sécurité, c'est comprendre comment fonctionne un réseau et comment fonctionne le réseau des réseaux. Et on est tout surpris quand on est au Mali, ou on est au Burkina Faso, on est au Tchad, on est tout surpris que quand on va tracer les données, vous vous connectez sur un site en France, vous envoyez un mail en France, et puis on est très surpris, c'est bizarre, ça passe sans arrêt par Dakar ou par Abidjan. Alors quand on pose la question, moi, aux auditeurs là-bas, qui sont des professionnels de la sécurité, ben, ils ne comprennent pas, mais je leur dis, bien attendez, regardez, pourquoi on passe obligatoirement? Parce que les données, ce n'est pas une logique géographique, c'est une logique de flux, et les gros tuyaux, ils arrivent où? Ils arrivent dans les grands ports, qui sont Dakar et Abidjan. Voilà. Donc, on comprend mieux. Donc, on va aller sur ce volet stratégique. Et puis, on va descendre un peu en noir. On va aller dans la phase opérationnelle des cyber-risques, où là, effectivement, il y aura aussi la théorie, mais la théorie, vous l'aurez déjà vue dans le module précédent. Et nous, on va aller vraiment dans la pratique, effectivement, avec des exercices de cyberattaque, avec une salle informatique dédiée. On va pouvoir en fait reconstituer et mettre en situation, j'appelle ça des mises en situation, face à des risques dans l'entreprise. Voilà. Et pour apprendre en fait les bonnes pratiques, les bonnes réactions à avoir de manière globale, pas que sur le plan technique, mais sur le plan organisationnel, sur le plan RH. Donc il y a tout ce volet à voir. Voilà en ce qui concerne le module de l'EPA. Maintenant, je laisse la parole à Florian pour le dernier module. Merci Alain. Donc, le dernier module se décompose en 3 séquences qui s'appuieront beaucoup sur les modules précédents, sur les 2 modules précédents. Donc, en première séquence, une présentation générale des risques cyber avec d'abord les différentes dimensions du risque et une introduction à l'assurance pour ceux qui ne seraient pas du secteur de l'assurance, dans ceux qui sont en formation ou qui auraient besoin d'un petit rappel sur comment fonctionne un contrat d'assurance. La liaison entre le cyber et d'autres risques, justement là aussi en lien avec la problématique des branches de contrat d'assurance. Et enfin, le cadre réglementaire de la protection des données. Donc, ça sera en complément de ce qu'aura fait Alain, avec une vision beaucoup plus assurantielle là aussi. En deuxième séquence, la gestion des risques cyber. Donc, premièrement, les méthodes d'évaluation des risques. Ensuite, une étude de cas qui permettra d'appliquer ce qui aura été vu au préalable. Et enfin, une sensibilisation au rôle de la prévention. Et la dernière séquence qui sera plus quantitative, mais qui sera quand même conçue pour être accessible à des non-actuaires. Donc, assurer et réassurer les risques cyber, avec d'abord les aspects comportementaux de l'assurance cyber. Donc là, on parle d'aspects comportementaux d'un point de vue assurantiel, les problèmes d'aléas moraux et les problèmes de ce type. Et dans un deuxième temps, la tarification, donc les outils de tarification qui sont actuellement disponibles, et donc la présentation des problèmes qu'on a encore actuellement et les outils de modélisation qui sont utilisables pour soit contourner les problèmes, soit à minima
tarifé avec les difficultés actuelles. Merci bien. Oui, on passe maintenant aux modalités de certification. Donc, tout au long des 3 modules, vous allez avoir des contrôles, des contrôles à travers des QCM, donc des quiz qui sont effectués à la fin de chaque module. Et pour valider les acquis, vous allez faire un projet à la fin du parcours, ce qu'on appelait dossier technique. Donc, ce projet-là, il va donner lieu à un mémoire professionnel et une soutenance devant un jury pour valider vos acquis, pour valider le projet que vous avez fait. Voilà. Donc, on passe maintenant aux échéances. C'est Alexandra qui va présenter ou Benoît? Alexandra. Oui, je suis là. Alors, les échéances, janvier 2021 pour la première journée de formation. Donc, vous avez le calendrier devant vous. On en a parlé à plusieurs reprises. Donc, 3 journées de formation sur 3 mois qui se dérouleront aux 3 rues Chauveau-Lagarde, si le contexte sanitaire nous le permet, bien évidemment. Sachez que nous travaillons d'ores et déjà avec l'ensemble des intervenants pour adapter la formation à d'autres modalités pédagogiques et notamment le distanciel. Donc, si on devait avoir un contexte sanitaire dégradé, nous tiendrons la formation en distanciel et dès que cela sera possible, nous reviendrons en présentiel. Voilà. Donc, tout ça pour dire que nous nous engageons à tenir le calendrier, quelles que soient les conditions sanitaires. 7 heures de présentiel ou de distanciel en demi-journée, avec bien évidemment des pauses et une restauration prévue dans le quartier, dans le 8e. J'en parle parce que ça fait partie aussi de la formation, de pouvoir échanger avec ses pairs, avec les autres stagiaires. Il se passe beaucoup de choses en formation, en présentiel, mais aussi en distanciel, puisque nous sommes capables, maintenant nous avons tous l'expérience de pouvoir proposer des outils de collaboration qui permettent et favorisent l'échange entre stagiaires. Il y a certes les échanges avec les intervenants, mais il se passe aussi beaucoup de choses entre vous au sein d'un groupe. Donc, voilà. Je passe la parole. C'est moi qui reprends, merci. La mission, c'est toi, Benoît? Oui, oui. Alors, juste, pas beaucoup d'informations complémentaires, hein, juste comment les choses se passent. Donc, il y a une première phase d'examen de dossier. Donc, on tient des formations régulières qui ont commencé en septembre et qui s'achèveront en décembre 2020. Donc là, on vous demande de nous envoyer un dossier complet, sachant que les pièces demandées figurent dans le dossier à remplir. Donc là, vous les aurez. On demande de mémoire un CV et puis la liste des diplômes obtenus pour qu'on puisse évaluer un petit peu le niveau, une lettre de motivation pour voir quelle est la motivation à suivre cette formation. Voilà, donc une fois que le dossier a été examiné et s'il est retenu, donc la formation, comme vient de le présenter Alexandra, démarrera en janvier 2021. Donc soit en présentiel, sachant que c'est le mode qu'on souhaiterait maintenir, hein, puisqu'il y a plus d'interaction, de convivialité. Maintenant, si le contexte sanitaire nous l'oblige, nous sommes tout à fait en mesure de la déployer en distanciel. Et une information importante, hein, c'est souvent l'information qu'on garde pour la fin, le coût de la formation. Donc pour 9 jours, il est de 5 900 € net de taxes, sachant qu'étant organisme de formation, nous ne facturons pas la TVA. Voilà pour les informations pratiques. Donc je crois que nous allons passer maintenant aux questions-réponses, si mes souvenirs sont bons. Oui, donc vous pouvez toujours poser vos questions grâce au QR qui se trouve en bas de votre barre, justement à côté du chat. Donc n'hésitez pas surtout. Alors, le temps peut-être que les personnes qui souhaitent poser des questions formulent leurs questions ou les posent. Moi, j'en ai une qui permet de compléter un petit peu notre présentation. Est-ce que le certificat, en fait, s'adresse exclusivement aux acteurs du monde de l'assurance ou bien est-ce que les thématiques abordées peuvent convenir aussi à des personnes qui viennent d'autres secteurs ?
Je ne sais pas qui veut répondre à la question. Alain, Omessad. Moi, je veux bien répondre. Non, pas du tout. Dans l'esprit dans lequel on a travaillé au niveau des référents pédagogiques, ça s'adresse à tout le monde, public, privé. Moi, je travaille dans le monde aussi, dans le milieu des avocats. J'ai même incité des amis avocats à venir aussi, comme ce sont des blocs de 3 jours, ils pourront se libérer. Je crois, non, c'est vraiment très, très ouvert. Et il n'y a pas de prérequis particuliers parce que les seuls prérequis, il faut que les gens, comme dit au MESAD, suivent un peu des modules de compréhension, en fait, de compréhension du fonctionnement des réseaux, qui est la base. On ne peut pas comprendre la sécurité des réseaux si on ne sait pas comment fonctionne un réseau. Et ça, c'est la base. Moi, je prends l'exemple puisque j'ai aujourd'hui 5 masters, 5 modules en master de droit. Donc, ce sont que des juristes qui n'ont jamais fait d'informatique, sauf le petit modèle CDI qu'on fait dans certaines universités. Donc, non, on peut être juriste en entreprise. Et d'ailleurs, je pense que ça serait une bonne chose que les juristes en entreprise s'intéressent particulièrement justement à ça. Les managers qui, comme on le dit, l'apanage de la sécurité, c'est surtout pas le problème que des informaticiens. C'est tout le contraire, c'est tout le message que je délivre. Et je suis d'autant plus à l'aise que moi-même, je viens du monde scientifique, dans un premier temps. Voilà. Et je pense aussi que je le conseille dans mes masters à la fac de droit, des gens qui ont des masters de cyberjustice, et je leur ai dit, à partir de l'année prochaine, complétez en fait votre master par une formation certifiante dans ce domaine-là, et ça vous aidera. Et ce master en cyberjustice, aujourd'hui, il monte en compétences. Il y a beaucoup aussi de magistrats qui viennent le suivre, maintenant des futurs avocats. Et je crois qu'il faut qu'on s'étende. Il y a un spectre aujourd'hui qui est très large. Le numérique, Florian le disait, il est partout. Il est partout au niveau des individus, des entreprises. Il est souvent des États. Il est vital. Il est vital quand on parle de sécurité. Donc, c'est l'affaire de tous. Et puis, pour moi, cette formation, elle s'adresse à tout le monde. Et surtout, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui aient peur. Je rappelle que je n'enseigne pas dans des écoles d'ingénieurs, je n'ai aucun scientifique dans mes formations, et pourtant, les gens en sortent grandis en disant vous nous avez appris beaucoup de choses, et puis surtout aussi pour les gens qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont pas des informaticiens, ils peuvent traiter d'égal à égal avec un DSI et un RSSI. Il y a une autre question du coup, donc on a un participant qui suit notre webinaire depuis l'Afrique, donc merci à vous. Et qui demande donc, si je comprends bien, pour avoir que du distanciel, il faut que le coronavirus se poursuive. Je pense qu'on peut avoir de l'interactivité même avec du distanciel. Pourriez-vous proposer les 2 modes? Alors, il est très vraisemblablement prévu, si le nombre de participants africains est suffisamment important, d'organiser en fait une session dédiée en fait à l'Afrique. Donc évidemment, cette session se ferait essentiellement en distanciel pour minimiser les coûts, les déplacements, etc. Mais il sera tout à fait envisageable d'organiser une session dédiée à l'Afrique, puisque les problématiques ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Là, je pense qu'Alain pourra compléter ma réponse, parce qu'il a beaucoup d'expérience sur le continent. Voilà, l'idée étant d'adapter au maximum la formation aux problématiques locales rencontrées localement. Voilà, maintenant, si quelques participants souhaitent se joindre à cette première session depuis l'Afrique, sans être suffisamment nombreux pour constituer un groupe, là, oui, éventuellement, on évaluera la possibilité. Mais en tout cas, sachez qu'il est prévu, nous espérons vraiment pouvoir développer, en partenariat avec un acteur local qui est situé à Libreville, une session dédiée du certificat pour l'Afrique. Toute dernière question et on conclura parce que nous avons déjà un peu dépassé l'horaire. La question est la suivante: les assurances cyber peuvent-elles couvrir les risques de guerre et de cyberguerre? On peut peut-être donner un tout petit indice pour que la personne qui pose la question fasse ses recherches. Je crois que les risques de guerre font partie des exclusions légales des contrats d'assurance. Voilà. Oui, mais moi, je veux rebondir sur quelque chose. La guerre numérique, c'est quoi? À quel moment on dit que c'est la guerre numérique? C'est aujourd'hui. Quand un État s'attaque à un autre État, quand l'Estonie est attaquée pendant un week-end, les systèmes bancaires sont bloqués. Et on n'est jamais sûr que c'est un État qui est derrière. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, le droit de la guerre numérique n'existe pas. Il n'y a pas de convention de Genève dans le numérique. Et moi, pour répondre non pas répondre à cette question, mais rebondir sur cette question,
il y a quelque chose qui m'a interpellé il y a quelques semaines, là, il y a 2-3 semaines, en écoutant Madame Florence Parly, qui est ministre de la Défense, je dis bien. Et là, elle a dit que on risquait, on en parlait d'ailleurs, Benoît, on avait échangé là-dessus, on risquait en novembre d'avoir des attaques massives. Et elle a dit la France se tient prête aussi à réagir, voire à riposter. Donc là, on est même nous en train de changer de posture dans ce domaine-là. Ok, bah écoutez, merci pour ces discussions passionnantes. On va peut-être conclure là, Gérard, hein, désolé pour la dernière question, mais probablement vous pouvez vous contacter entre experts directement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez les 3 adresses email qui viennent de s'afficher de nos 3 organismes, soit si vous souhaitez des informations complémentaires, soit si vous souhaitez vous inscrire. Et quel que soit le canal d'inscription que vous choisissez, hein, que ce soit le Télécom Évolution, le PA ou l'IRM, ce sera traité de la même manière par nos 3 responsables pédagogiques qui étudieront tous les dossiers et reviendront vers vous pour vous donner des réponses sur votre admissibilité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Et je vous remercie tous pour avoir été présents pour toutes ces questions.